Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, transfuge de classe, un parcours exemplaire. On en parle avec notre invitée, la sociologue Rosemarie Lagrave, directrice d'études à l'EHESS. Ses travaux portent sur la littérature paysanne, l'agriculture, la fin du communisme aussi. Elle a cofondé le master genre, politique et sexualité de l'EHESS et elle publie aujourd'hui à la découverte Se ressaisir, enquête autobiographique d'une transfuge de classe féministe. Alors, à 76 ans, l'heure des bilans, un regard rétroactif, rétrospectif, une démarche qu'elle qualifie comme l'examen d'un processus qui, d'un village à Paris, d'une école primaire rurale à l'école des hautes études en sciences sociales, m'a façonnée en tant que femme et féministe en transfuge de classe. Car son histoire intègre, vous l'imaginez, aussi l'histoire collective, celle de la ruralité, celle du Paris des années 60, du féminisme, des institutions, de la famille et de l'enseignement supérieur jusqu'à aujourd'hui. Bonjour Rosemarie Lagrave. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Pourquoi ce travail et surtout pourquoi ce travail-là aujourd'hui, cette enquête? Ce travail-là aujourd'hui, vous l'avez un peu souligné tout à l'heure, c'est mon âge. L'avancée en âge, finalement, à un moment donné, vous met dans une situation et dans une position où vous pouvez faire le pari que, au fond, un regard de 76 ans qui reprend le chemin à sens inverse parcouru depuis votre enfance jusqu'à l'âge canonique que je l'ai, sans doute ce regard-là qui est critique et réflexif sur cette trajectoire, sur ce parcours, va me permettre de comprendre non pas ce que je suis, ça ne m'intéresse pas du tout, mais ce que une fille des années 50 à l'école primaire, quel est au fond son devenir, alors que, faisant partie d'une fratrie de 11 enfants, donc d'une famille nombreuse, d'un petit village rural, toutes les statistiques prédisent que le destin, au fond, d'une petite fille d'une famille nombreuse et d'un village rural, ce destin-là a peu de chances de ne pas reproduire la classe sociale de ses parents et ses origines sociales. Et donc, contre toute prédiction statistique, finalement, alors que la loi d'airain de la reproduction sociale continue quand même de faire, comme disent les sociologues, tel père, tel fils, j'essaie de montrer que il y a des petits interstices, des petites portes, des petites exceptions qui ne sont pas exceptionnelles, des petites exceptions qui ne confirment pas totalement la règle, et mais pour ce faire, ça n'est pas donné à tous les enfants de mon école d'avoir une trajectoire comme la mienne. J'en veux pour preuve, et je le montre très bien je le montre, je crois, dans mon bouquin, c'est les enfants de mon école rurale, je les ai laissés à côté. Ils n'ont, eux, la seule destinée scolaire qu'ils avaient, c'était d'avoir le certificat d'études, et pour une minorité d'entre eux. C'est-à-dire que la barrière scolaire pour eux, c'était encore leur certificat d'études. Et donc, voilà, il faut s'apercevoir que je ne suis pas exceptionnel, mais quand je regarde ceux que j'ai laissés dernièrement, je m'aperçois que dans ce village, il y avait sans doute des enfants avec des talents qui n'ont pas été repérés et qu'on a laissés de côté. Voilà. Et vous dites d'ailleurs que vous avez fait un livre peut-être plutôt pour l'exemple et non pour l'exemplarité d'un parcours. Vous évoquez aussi ce registre manquant dans cette sociologie des origines et cette question qui était peut-être attendue du pourquoi moi, pourquoi vous avez réussi. Vous dites qu'au contraire, vous avez choisi de répondre à une autre question qui était pourquoi pas moi en fait. Pourquoi pas moi et pourquoi moi je ne raconterais pas aussi ce qui m'est arrivé en fait d'une certaine manière. Ce registre manquant, vous vouliez aller là, dans cette partie-là, cette absence, ce silence, tenter d'y répondre? J'ai tenté d'y répondre, oui, de plusieurs façons.
le pourquoi pas moi, cette question a émergé lorsque j'ai lu les livres de nombre de transfuges de classe, et je me suis aperçu d'abord que c'était souvent des livres écrits par des hommes, très peu par des femmes. Je reviendrai tout à l'heure sur Arnie Ernaux. Deuxième, donc, j'avais l'impression que, au fond, les femmes transfuges de classe, et peut-être on reviendra sur ce mot parce qu'il n'est pas très beau, mais j'en ai pas trouvé d'autres, à vrai dire. Hein. Donc voilà, ces femmes transfuges de classe partent très peu. Et Annie Ernaux le souligne en disant, au fond, on arrive dans l'écriture par réfraction. Et lorsque j'ai vu que ces autobiographies étaient surtout écrites par des hommes, je me suis dit, mais pourquoi je ne vais pas m'autoriser à moi dire au fond quel a été mon parcours, quelle a été ma trajectoire. Et je me suis aperçu que si l'on articule la classe sociale à laquelle je tiens beaucoup, mais aussi le genre, il se passe autre chose. Et cette autre chose, j'ai essayé de le voir quand je parle de Bourdieu, quand je parle d'Héribon, quand je parle de Vinocq ou d'autres. Je m'aperçois qu'ils ont eu, comme dit Bourdieu, des trajectoires avec une amplitude très grande. Oui, voilà, vous le rappelez pour Bourdieu, il est passé de son village béarnais au Collège de France. Voilà. Le hiatus est là. Et voilà. et alors que, s'agissant de mon cas, mais d'autres cas, c'est une amplitude moindre, mais une amplitude quand même. Mmh. Et je pense que cela apporte, comment dire, une autre vision du transfuge de classe, parce que ces collègues qui ont pris la plume et qui sont des hommes n'ont pas vu que le fait d'être un homme était déjà un privilège. Un privilège dans la mesure où, pendant toutes leurs études, quand on voit notamment les différences d'accès aux études supérieures ou de promotion à la qualité de professeur ou de maître de conférence, on s'aperçoit qu'il y a quand même une différenciation entre les hommes et les femmes. Donc il est vrai que les femmes ont plus de mal et de possibilités pour avoir une grande amplitude. Mais avoir une grande amplitude ou en avoir une plus restreinte ne veut pas dire qu'on n'a pas fait tout un chemin de transfuge de classe. Mmh. Vous êtes née en quelle année, vous, Rosemarie? 1944. 1944. En 72, vous avez donc un peu moins de 30 ans, hein, 28 ans. On va écouter cette fois le témoignage d'une femme de 28 ans, comme vous, en 1972. Vous avez 28 ans, vous êtes mariée. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être une femme en ce moment, en 1972, dans cette époque, avec tout ce qui est arrivé, enfin, qui a permis quand même à la femme de changer? C'est un handicap au départ, mais c'est aussi un espoir pour que ça change. Un handicap parce que j'ai parfaitement conscience de l'aliénation dont j'ai été victime. Et à partir de cette prise de conscience, j'ai essayé de vivre quand même, en luttant, c'est-à-dire en faisant comme si j'étais l'égale de l'homme, mais avec la conscience d'avoir un certain retard, et un retard permanent que je paye aujourd'hui. Mais cette aliénation, vous l'avez ressentie comment et dans quoi? Je l'ai ressentie dans mon histoire, si vous voulez, dans l'éducation de mes parents. J'avais un frère, et on a toujours établi des différences entre mon frère et moi. Par exemple, ça a commencé dès l'enfance où j'avais prétendu vouloir faire des études. Et on m'avait dit, oui, des études jusqu'à un certain âge pour trouver un mari. Et quand j'ai eu l'âge de faire ces études, j'ai dû me débrouiller toute seule parce que pour mes parents, c'était devenu périmé. Alors quand j'ai voulu poursuivre l'expérience, puis on m'a dit, non, ça s'arrête là. Ton frère sera ingénieur parce que c'est un homme et il devra assumer des fonctions donc, de chef de famille. Et toi, tu trouveras un mari. Il y a la classe et il y a le genre. Est-ce que vous vous identifiez? Est-ce que vous vous retrouvez dans ce témoignage de cette femme de 28 ans en 1972, dans le regard social, le regard qu'on a pu porter sur elle, sur ses attentes, sur ses espoirs, sur ses envies? Ce que dit cette femme est
et plus général, presque l'ensemble des femmes, avec des grandes différences. Pour ce qui me concerne, je ne pourrais pas dire ce qu'elle a dit. Pourquoi ? Parce que je viens d'une fratrie de 11 enfants, dont 9 filles et 2 garçons. L'aîné était handicapé et le dernier... mais donc, je n'ai pas eu... dans la socialisation parentale que j'ai eue, il n'y avait pas de différence... Enfin, il y avait des différences avec le dernier, mon petit frère, mais c'est parce que, d'une certaine manière, mes parents, attendaient un garçon. Donc, il a eu certaines affections et peut-être privilèges que les filles n'ont pas eu. Mais je n'ai pas eu cette sensation à l'intérieur de ma famille d'une différence entre les filles. Au contraire, comme je l'écris dans le livre, nous essayons, devant la rugosité de l'éducation des parents, de faire corps et de nous serrer les coudes entre sœurs pour essayer, malgré tout, de résister à la difficulté de la vie. Et si j'ai ressenti dans mon cursus le fait que une femme n'égale pas un homme, comme je l'écris dans mon livre, très vite, et justement à partir des années 68, le fait que je sois une militante au mouvement de libération des femmes m'a fait comprendre que il fallait acquérir des ressources pour lutter justement contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Et cette sororité, comme l'on disait à l'époque, nous a permis d'avoir soi-même des ressources pour se ménager des positions dans les espaces sociaux que nous avons traversés les unes et les autres, et de militer collectivement pour que les choses changent, pas seulement dans la société, mais aussi politiquement. Et vous avez une très belle définition du féminisme, de votre féminisme. Le féminisme tel que je le vis n'est ni un gadget, ni un fétiche ou un stigmate. C'est une façon d'être inlassablement critique, dérangeante, répulsive et donc perçue comme une subversion, dès lors qu'on tient sur lui un regard de dominant sur le monde, légitimé d'aller tel qu'il va. Ce féminisme qui vous a aussi construit et qui vous a aidé à vous forger une personnalité, une détermination, cette sororité aussi que vous avez pu retrouver, parce que tout au long de ce livre, de cette enquête, vous rendez hommage à tous ceux qui vous ont entouré. Les solidarités sont omniprésentes dans votre récit, de la famille jusqu'à l'école des hautes études où vous avez été par la suite, mais de toutes ces personnes que vous avez pu rencontrer dans votre vie. Néanmoins, est-ce que le plus difficile, ce qui restait à faire dans votre féminisme, c'était de vous accepter comme un jeu, en fait, comme une individualité. Quitter ce collectif qui vous a rendu forte pour accepter, c'est ce que vous faites dans ce livre, de vous raconter, de passer par le jeu, comme Bourdieu l'avait fait, comme Didier Ribon l'avait fait, comme les garçons l'avaient fait avant vous. Alors, il a été très difficile pour moi de dire « je », pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans ma formation sociologique, maintenant ça a un peu changé, on nous enjoignait à dire « on », pour mettre de la distance et objectiver les objets sociaux que l'on travaillait. Et donc, on essayait d'impersonnaliser notre position de chercheur. Et j'ai été une réticence totale à dire « je ». Et comme je l'écris dans le livre, il m'a fallu une commande éditoriale extérieure à moi-même pour que je me dise « et pourquoi pas moi ?» Et pourquoi pas moi ? Mais en même temps, c'était très difficile pour moi, parce que d'un côté, je lisais Annie Ernaux, et Annie Ernaux, au tout début, elle dit « je ne dirai jamais « je ». J'aurai une écriture impersonnelle, et je vais justement dire « elle », pour essayer justement d'objectiver son jeu. Elle disait « elle », et elle écrit « elle ». Et moi, il a fallu toute une espèce de retour sur moi, et je pense que ça se sent dans l'écriture, c'est-à-dire que si je me réapproprie un jeu, mais qui est pour moi un jeu collectif, vous avez très bien compris que je n'arrive pas à m'individualiser. C'est-à-dire que toute ma trajectoire, elle a été bâtie par ce que
Paul Pasquali appelle des alliés d'ascension, c'est-à-dire des hommes et des femmes, ou des groupes ou des institutions qui, à chaque fois, à chaque moment de mon parcours, que ce soit à l'école primaire avec des instituteurs extraordinaires qui qui détectent des possibilités de passer un examen d'entrée en sixième, que ce soit des professeurs au lycée, que ce soit à l'école des hautes études, des collègues qui m'ont mis le pied à l'étrier, il m'a toujours fallu ces aides, ces soutiens pour que et bien sûr le mouvement de libération des femmes avec les groupes dans lesquels j'ai milité, pour me persuader que j'étais comme les autres, mais surtout avec les autres. Et c'est ce avec les autres qui m'a permis d'acquérir des ressources pour justement m'abstraire peu à peu des difficultés, des origines sociales qui souvent vous ramènent comme un stigmate, mais je ne l'ai jamais vécu comme un stigmate, à des origines sociales, à une classe de gens de peu. Mais ce jeu, au fond, vous avez raison, il s'est presque construit par l'écriture de ce livre. Alors le jeu expose et le on protège. Mais si vous repreniez 2 minutes la casquette de sociologue, Rosemarie Lagrave, la vôtre, et d'ailleurs vous la quittez pas complètement, loin de là, parce que cette discipline qui est la vôtre, elle est aussi présente dans cette enquête. On sent que vous mobilisez les outils de la chercheuse que vous êtes pour tenter de refaire ce parcours. Si vous regardiez ce livre, cet objet, ce récit, cette trajectoire avec un regard extérieur, qu'est-ce que la sociologue en penserait ? Quels sont les enseignements qu'elle en tirerait ? Elle en tirerait un enseignement sur cette socio-histoire de l'après-Seconde Guerre mondiale, où, en tous les cas en milieu rural, mais pas seulement, le destin scolaire d'enfants non pourvus, non héritiers, comme dirait Bourdieu, c'est-à-dire dont les parents ont peu de capital scolaire et économique, ce destin scolaire était quand même assez restreint. Et elle dirait, voilà, toi, tu ne t'es pas aperçu à cette époque que tu laissais derrière toi des camarades qui n'avaient pas les mêmes chances que toi, qui n'ont pas eu les mêmes chances que toi. Sur le coup, je m'en suis pas aperçu. Donc la sociologue, elle dirait ça déjà. Elle dirait deuxièmement que les familles nombreuses, qui ont été très peu étudiées en sociologie, elles montrent quoi ? Que, en général, elles sont vues comme quelque chose qui restreint les destins sociaux. Et la sociologue que je suis dirait, quand je regarde ma fratrie, loin d'être un handicap, elle m'a au contraire aidé, et elle a aidé sans doute d'autres dans cette période, à avoir une pente sociale ascendante collective. Et ça, sociologiquement, c'est rare, parce que quand Claude Grignon montre qu'en milieu rural, les enfants ne vont pas au lycée, quand, je sais plus, à l'INED, toutes les études montrent que les enfants de familles nombreuses, leur destin est tracé, ils n'iront pas au lycée, ma famille dément cela. Donc, sociologiquement, pour moi, c'était une découverte. Et vous le dites très joliment, se classer culturellement quand on est socialement déclassé, telle a été la force de cette famille. Voilà. Se réconforter mutuellement face à la violence éducative, telle a été la force des enfants. Oui. Donc ça, c'est le deuxième point. Il y en a un troisième ? Alors, la sociologue, elle dirait quoi aussi ? Elle dirait que j'ai eu beaucoup de chance, et d'autres que moi. C'est-à-dire que nous étions dans un moment aussi où il y avait un État-providence actif. Je veux dire, quand dans une famille, sur 11 enfants, il y en a eu 7 qui ont eu des bourses nationales pour pouvoir faire des études. Lorsque l'on voit que cet État-providence a permis que, alors que mon père et mon frère étaient malades tous les deux, pouvaient avoir des allocations d'invalidité, mais aussi des allocations familiales qui ont permis à ma famille de subsister malgré tout, ce sont quand même des moments importants
qui montre que dans cette socio-histoire, l'accompagnement des politiques publiques a été quelque chose de très important. Alors, parmi ces chances, vous venez de l'évoquer, il y a ces aides de l'État et notamment la bourse, cette bourse qui va vous permettre d'étudier, comme Michel, à l'époque en 1962. Je suis d'un milieu, disons, assez simple, c'est-à-dire que mes parents étaient... Enfin, mon père était un ouvrier et j'ai été élevée par mes grands-parents puisque mes parents sont morts alors j'étais extrêmement jeune. Vous aviez une bourse? Oui, j'ai toujours une bourse maximum. Toujours. Vous étiez donc une bonne élève? Oui. Et en arrivant en faculté, est-ce que cela a été plus difficile? Oui, en faculté, le milieu universitaire, en général, est beaucoup plus bourgeois, enfin beaucoup plus riche. Les étudiantes ont assez de moyens pour pouvoir s'habiller. Et alors, comment vous débrouillez-vous? Vous devez vous priver? Oui, et puis je dois surtout travailler en dehors, bien sûr. Je ne peux pas m'acheter toutes les affaires que j'aimerais m'acheter. Qu'est-ce que vous aimeriez vous acheter? Un manteau, dans l'ordre d'urgence. Voilà le témoignage de Michel en 1962, fille d'ouvrier quant à elle et étudiante. Vous aussi, Rosemarie Lagrave, vous avez dû travailler pendant vos études et vous racontez d'ailleurs comment c'était difficile à concilier, même si vous ne réalisiez pas exactement tout ce qui se jouait à ce moment-là. Vous dites être salarié pendant les études, ça implique de vivre par éclipse les fantaisies, les débats intellectuels, les amitiés qui tissent cette vie étudiante chamarrée. C'est aussi être en condition de rattrapage par rapport aux autres étudiants et je dois à la solidarité entre étudiants en sociologie d'avoir traversé mes années de licence sans trop d'encombre. Cette bourse, en tout cas, ça a été vraiment une des premières chances, un des premiers embranchements qui vous a permis ce transfuge de classe. Ben oui, si je n'avais pas eu de bourse lorsque j'ai réussi l'examen d'entrée en 6e, bien évidemment, je n'aurais pas fait d'études, mais comme mes sœurs devancières. Donc la bourse a été la première opportunité sans laquelle mon destin social n'aurait pas été celui qu'il a été. Mais il faut montrer, cette dame le dit très bien, que lorsqu'on a une bourse, et les boursiers, c'est très Troisième République, c'est les méritants, c'est... voilà. Eh ben non. C'est pas tout à fait les méritants, parce que d'une certaine manière, nous étions surclassés par rapport aux autres. Et deuxièmement, on était quand même toujours... les boursiers, c'était comme elle le dit, pas du tout des gens de classe cultivée. Mais lorsque je suis arrivé à Paris avec une bourse, la bourse, elle n'arrivait qu'au mois de mars. Et de surcroît, le montant était très peu et très bas. Et donc, j'étais obligé d'être salarié. Je dis toujours, j'ai été établi avant l'heure. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant 2 ans et demi dans une fabrique de bijoux. Mais ça m'a permis justement de traverser un autre monde social que je ne connaissais pas, le monde des fabricants de bijoux, le monde ouvrier. Et si ça a pesé effectivement sur le fait que je ne pouvais pas être comme mes autres camarades étudiants, de vivre la bohème étudiante comme on disait à l'époque, ça m'a permis aussi de connaître d'autres mondes sociaux que je n'ai pas connus. Et finalement, c'est vrai que toutes les personnes ne devraient devoir travailler quand on fait des études, parce que les études, c'est un vrai travail. Mais j'ai été donc obligé de travailler et du coup, s'il n'y avait pas eu la solidarité du groupe du GESUP, c'est-à-dire le groupe d'études sociologiques de l'Université de Paris, je crois que je ne serais pas parvenu à passer ma licence parce que à l'époque, c'était extraordinaire. Il y avait un groupe d'étudiants qui prenaient des notes des grands professeurs comme Aron, Gurvitch et les autres, et qui faisaient des polycopiés en sorte que nous avions tous les cours à notre disposition. Et c'était vraiment, pour moi, une ressource extraordinaire. Alors, il y a eu d'autres passages de frontières importants, d'autres embranchements que vous racontez dans ce livre, Rosemarie Lagrave, Se ressaisir, cette enquête autobiographique d'une transfuge de classe féministe. Et c'est important, vous l'avez évoqué en ouverture de cette discussion, de dire qu'il manquait peut-être pour vous cette pierre, la vôtre, dans l'histoire des transfuges, parce que jusqu'ici, beaucoup venaient d'autres milieux que le vôtre. On avait entendu Didier Ribon, Édouard Louis,
oui, Gérard Noiriel ou encore Pierre Bourdieu, Michel Vinocq racontaient aussi leur propre transfuge. Vous êtes, vous, l'exemple d'un transfuge sorti d'un milieu rural, pas même populaire, dites-vous. Et il fallait d'une certaine manière rééquilibrer ce primat donné aux analyses de transfuges issus du monde ouvrier, urbain ou de petits commerçants. C'est chose faite et vous ajoutez à cela votre féminisme que vous racontez à travers ces années MLF aussi. Vous avez évoqué ce mot de mérite et c'est intéressant parce que vous semblez dire qu'il n'y a aucun mérite là où il y a nécessité. Vous écrivez sortir du village, sortir de ses gonds, sortir de l'enfance, c'était une nécessité matérielle, faire de nécessité vertu, telle est l'armature de ma pente ascensionnelle. Et pourtant, il n'est pas quand même un peu aussi question de mérite, d'avoir su saisir ces chances-là? Non, j'ai beaucoup de difficultés avec la notion de mérite. Oui, on a bien compris. Mais en quoi? Mais en quoi? C'est-à-dire que on ne dit jamais de quelqu'un qui a réussi, un héritier, si je reprends le mot de Bourdieu, qu'il est méritant. Il n'a ce qu'il mérite, c'est-à-dire au nom de 3 générations de parents cultivés, il suit sa pente. En revanche, on ne pense les méritants que ceux qui sont issus de classes modestes. Parce que j'ai du mal à dire populaire, justement, là, parce que je viens d'un milieu modeste, j'ai du mal à dire classe populaire. Je sais que c'est ça que l'on dit maintenant, mais voilà, moi je dis classe modeste. Et donc, ce mot méritant, il n'est réservé qu'à ceux qui sont sortis du rang, mais de classe modeste. Et peut-être parce qu'il y a un mérite dans l'effort, un mérite dans... Vous vous décrivez comme des montagnards, des grimpeurs. Oui, c'est vrai. C'est ça. Il a fallu s'accrocher à un moment. Il a fallu passer les difficultés, Absolument. accepter des renoncements. Mais moi, je pense que c'est de l'intelligence. C'est pas du mérite, c'est de l'intelligence. C'est essayer d'une espèce de lucidité, de clairvoyance pour capter que, si je reprends quand on monte une montagne, là où on peut s'assurer, où il y a des pics, voilà, c'est une intelligence, c'est une clairvoyance et une lucidité sur les lieux où on peut prendre des opportunités de temps en temps, les voir, mais ça n'est pas du mérite parce que j'allais dire les héritiers comme les non-héritiers, tout le monde travaille. Tout le monde travaille, tout le monde, entre guillemets, est méritant. Ceux qui sont méritants, finalement, c'est peut-être ceux que j'ai laissés dans mon école primaire. Ils travaillaient avec les moyens qu'ils avaient, mais comme moi. Mais ils n'ont pas eu ce qu'ils méritent. Vous voyez je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais j'ai du mal à prendre le mérite comme si c'était, une vertu naturalisée qui pousserait seulement sur les enfants des classes modestes. Je pense qu'il y a du travail. Je pense que là, et tout mon parcours le signifie, je pense que voilà, c'est le travail qui m'a sauvé. Hein, mais le mérite, non. Je ne mérite rien. Comme dirait mon père, comme disait mon père, c'est le travail qui a porté ses fruits. Il nous reste que quelques minutes. Je voulais juste vous faire entendre la voix d'une jeune transfuge. Elle s'appelle Faiza Gwen et elle témoignait au grain à moudre de son propre transfuge. J'ai le sentiment que c'est... moi, j'ai pas le sentiment d'être sortie de ma classe. J'ai le sentiment que c'est un voyage que je fais perpétuellement, c'est-à-dire comme un aller-retour permanent depuis 15 ans maintenant. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai jamais assez de recul pour raconter cette distance. Parce que j'y reviens toujours et que je pense qu'on y est ramené, en fait, à sa classe. Moi, j'ai le sentiment qu'on m'a montré une carte du monde à l'envers, quoi. C'est-à-dire que j'ai compris qu'il fallait s'interroger sur mon identité parce que soudain, je sors d'un endroit où tout le monde a à peu près la même identité que moi, sociale et pas que, et que c'est comme, en fait, s'interroger sur soi dans la contrainte d'être étranger. Voilà, je n'ai pas le sentiment d'être sortie de ma classe, d'être dans un aller-retour permanent. Qu'est-ce qu'un transfuge, en fait? C'est un peu la question qu'on se pose depuis le début avec vous, Rose-Marie Lagrave. Ce concept presque sociologiquement établi aujourd'hui. On a vu comment ça commençait, mais où s'arrête le transfuge? Est-ce que vous êtes encore aujourd'hui, vous, une ou un transfuge?
comment dire, je voudrais pas faire du nominalisme. Voilà. Le transfuge, c'est plutôt comment dire, pour essayer de comprendre un processus. C'est pas un qualificatif. Hein, j'ai pris transfuge pour essayer de comprendre un processus. C'est quel processus, mais pas un qualificatif. Non, je me dis pas tous les jours que je suis une transfuge, mais j'ai ressenti. En revanche, on le ressent. C'est quelque chose qui est incorporé, c'est-à-dire que je ne peux pas, et je ne peux même pas maintenant à mon âge, penser que voilà, ce processus de pente sociale ascendante, elle est dans mon corps, je le sens et dans ma tête. Et c'est pourquoi j'ai une lucidité sur les inégalités de classe sociale et de genre, bien sûr. Voilà, il y a un mot qu'on a peu prononcé, mais qui est pourtant partout au cœur de ce livre, c'est celui de la légitimité. Et son pendant, l'illégitimité. Vous m'avez demandé de conclure en lisant ces mots qui sont dans votre livre de Frank Capra. Écrit par une transfuge, ce livre invite à refuser les « je ne m'en sortirai jamais ». Écrivez-vous, Rosemarie Lagrave. Les puissants se frotteraient les mains d'entendre cette démission programmée. À l'exemple de Frank Capra, fils de paysan, il faut dire à ceux qui ont perdu courage, à ceux qui doutent ou à ceux qui désespèrent, ce que j'avais la présomption de vouloir dire dans mes films. Ami, tu es un divin amalgame de boyaux et de poussière d'étoiles. Alors tiens bon, si les portes se sont ouvertes pour moi, elles peuvent s'ouvrir pour n'importe qui. Merci beaucoup à vous, Rosemarie Lagrave, d'avoir été avec nous. Un grand merci. Se ressaisir, votre enquête vient de paraître aux éditions La Découverte et c'est un très beau livre à lire absolument. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, à Henri Leblanc et Oriane Delacroix pour La Grande Table Culture, avec l'aide précieuse de Cathy Renaud et de Madeleine Martineau. À la réalisation aujourd'hui, c'était Thomas Beau avec Jean Frédérix. Très bel après-midi à tous sur France Culture, bien sûr.